Pierre Lebrun, dans quelques jours, ce sera la fin de semaine du Temple de la renommée du hockey et tout le monde va converger évidemment du côté de Toronto, incluant les dirigeants de la formation canadienne. Puis on se souviendra que Team Canada ainsi que toutes les formations ont jusqu'au 31 décembre pour remettre leur formation finale. Est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là, Pierre? Bien, premièrement, c'est des réunions importantes qui se passent cette fin de semaine. Dimanche ainsi que lundi, Doug Armstrong et les autres dirigeants de l'équipe olympique canadienne, on sait que ça inclut Julien Brisebois, Don Sweeney, Jim Neal, Kyle Dubas, etc. Ils vont se rencontrer pendant 48 heures. C'est des réunions importantes parce que, comme Doug Armstrong lui-même m'a dit au début de la saison, il veut sortir de la réunion du 10 novembre avec une liste beaucoup plus raccourcie que la liste qu'ils ont commencé la saison avec. Alors, on dit à peu près 35 joueurs sur leur liste après leur réunion lundi. On sait que c'est une liste qui avait plus de 60-70 noms au début de la saison. Fait que c'est des décisions importantes qui s'en viennent. Parce que, comme Doug Armstrong a dit, il veut vraiment se concentrer sur les dernières décisions difficiles pour se rendre à 35 jusqu'à 25 par le 1er décembre. Il y a tellement de talent, ça va être difficile quand même de retrancher ces 10 joueurs-là. Pierre, Nick Suzuki connaît vraiment un excellent début de saison avec les Canadiens de Montréal, 19 points en 13 matchs. Et on connaît Nick Suzuki, un joueur qui joue très bien sur 200 pieds. De ce que tu entends, est-ce qu'il est en train de forcer la main des dirigeants d'Équipe Canada pour avoir sa place aux Olympiques? Bien, que je te dirais, Alex, c'est que c'est absolument un des noms qui s'aide beaucoup depuis le début de la saison. C'est un nom qui revient beaucoup dans les discussions de l'équipe canadienne. Je te dirais que parmi les joueurs d'avant, les joueurs de bulle qui poussent fort, je te dirais que c'est Nick Suzuki, Mark Scheifele, Macklin Celebrini, ainsi que Tom Wilson. C'est 4 noms qui me reviennent souvent à moi. Alors, il n'y a rien décidé. Il y a encore beaucoup de hockey d'ici au 31 décembre, mais Nick Suzuki, il fallait vraiment jouer son meilleur hockey au début de la saison pour vraiment aller chercher l'attention de John Cooper, Doug Armstrong. Puis je pense que justement, c'est ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Oui, c'est exactement ce qu'il fait. Tu parles de Macklin Celebrini quand même. Là, pour un jeune joueur de son âge, mal entouré aussi à San Jose, c'est 21 points en 14 matchs. Connor Bedard, évidemment, je suis certain, va revenir dans les discussions. C'est 18 points. Tu l'as dit, le choix va être compliqué. Je ne voudrais pas être dans les souliers des dirigeants d'Équipe Canada. Bon, on revient sur les Canadiens de Montréal qui vont affronter les Devils du New Jersey ce soir. Deux jeunes équipes qui n'en sont pas nécessairement au même endroit dans leur processus. À Montréal, au cours des dernières années, c'est pas vraiment clair. Le mix, on veut s'améliorer, mais du côté des Devils du New Jersey et Tom Fitzgerald, c'est très clair ce qu'on veut faire cette année, Pierre. Absolument, Alex. J'ai fait une entrevue récemment avec Tom Fitzgerald, puis écoute, il a mentionné là, que ça fait plusieurs années que l'équipe bâtit pour ce moment. L'année passée, les Devils auraient aimé mieux faire, mais ils ont eu tellement de blessures sérieuses, donc blessures à Jack Hughes, etc. Mais cette année, le but des Devils, selon Fitzgerald, il m'a dit que c'est non seulement de faire les séries, mais c'est d'aller loin dans les séries. Alors, c'est une équipe qui mise très haut. Qui veulent essayer d'être parmi les équipes qui ont une chance de gagner la Coupe Stanley. C'est le temps pour son groupe. Son groupe est plus mature aujourd'hui. Fitzgerald m'a dit que c'est le temps que l'équipe est confortable avec des gros objectifs. Et jusqu'à temps cette saison, l'équipe commence bien. Pierre, j'adore ça qu'une équipe, qu'un directeur général comme ça dise « on veut aller loin en séries éliminatoires ». Il y a tellement d'équipes qui disent « bon, on va commencer par faire les séries, on va voir ce qu'on peut faire par la suite ». Est-ce que tu as déjà vu un boxeur dire « j'espère me rendre jusqu'à 5-6 rounds ». Non, le boxeur dit « moi, je veux gagner ce combat-là ». Et j'ai l'impression que dans la Ligue nationale, souvent, on est timide un peu, on veut pas aller trop loin. J'aime ça qu'une équipe dise « moi, je veux aller loin en séries éliminatoires ». On reste avec les Devils du New Jersey. Plus tôt, au mois de septembre, tu as eu la chance de parler avec Jack Hughes. Et Jack Hughes avait dit essentiellement « j'aimerais ça que les 3 frères Hughes soient réunis ». Et ça a créé un peu une onde de choc au New Jersey et à Vancouver aussi, parce qu'on sait que Quinn Hughes, bon, il reste 2 ans à son contrat en incluant cette saison. Et là, si les 3 finissent par être réunis, bien, où ils vont jouer? Et ça, tu as eu la chance d'en parler un peu avec Tom Fitzgerald aussi. Oui, bien écoute, j'avais pas le choix. Je devais évidemment lui demander ça au DG des Devils. Puis il faut quand même préciser, c'est moi qui ai demandé la question à Jack Hughes. Alors, c'est pas comme si Jack Hughes avait hâte d'en parler, mais j'ai demandé
à l'événement à Las Vegas au mois de septembre, et puis il s'en est pas caché. Puis je donne du crédit à Jack Hughes parce qu'il aurait pu facilement dire « Oh, ben c'est pas correct pour moi de commenter là-dessus. » Non. Au lieu, il a dit « Oui, c'est un rêve pour moi et mes deux frères de tous jouer ensemble un jour dans la Ligue nationale. » Il n'a pas mentionné quelle équipe quand même. Il a fait attention, mais il a seulement dit que c'est un rêve pour les trois frères, que les trois frères en parlent toujours de ce rêve de jouer ensemble un jour. Puis oui, ça a surtout été un peu choquant à Vancouver, je pense, d'entendre ces commentaires de Jack Hughes. Tom Fitzgerald m'a dit, écoute, je ne peux pas contrôler ce que mes joueurs disent dans cette situation-là, mais puis il a fait très attention, Tom Fitzgerald, de ne pas mentionner le nom de Quinn Hughes, parce que c'est contre le règlement que les dirigeants d'équipe parlent d'un joueur sur une autre équipe. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit, Tom Fitzgerald, c'est qu'écoute, moi, quand je jouais, puis Tom Fitzgerald, il a eu une longue carrière comme joueur, tout à fait. Moi, c'était mon rêve de jouer avec mon cousin. Son cousin, c'est Keith Tkachuk. Puis ils n'ont jamais été capables de jouer ensemble, mais ça c'était un des rêves de Tom Fitzgerald. Alors, il comprend que les trois frères Hughes, que c'est naturel, des frères qui sont très proches, que c'est un rêve, mais à part de ça, Tom Fitzgerald, il n'y a pas de commentaire là-dessus. Non, c'est ça, exact. C'est pas vraiment dans son contrôle présentement. Bon, donc, Canadiens Devils ce soir. Le prochain match ensuite des Canadiens, ce soir contre le Mammouth de l'Utah, qui vraiment connaît un excellent début de saison. 9 victoires, 5 défaites, deuxième position dans la centrale. Le meilleur pointeur de cette équipe-là, c'est Nick Schmaltz. Il va tomber joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine saison. Est-ce qu'il y a des discussions qui sont en cours entre donc, les dirigeants de l'Utah et le camp de Nick Schmaltz, ou on va attendre à la fin de la saison? Bien, ça a l'air qu'on va attendre, ou au moins on va attendre un autre bout, parce que qu'est-ce qui m'a été confirmé par le DG Bill Armstrong de Utah cette semaine, lorsque Utah était ici à Toronto, c'est que Utah a décidé d'attendre avec les négociations sur Nick Schmaltz. C'est intéressant, surtout quand tu vois qu'il y a plusieurs joueurs qui ont signé dans les derniers mois à travers la Ligue. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit Bill Armstrong, c'est qu'écoute, il aime beaucoup Nick Schmaltz, c'est un de ses joueurs favoris, mais qui a donné un défi à Nick Schmaltz. Rentre-nous dans les séries, finalement. Puis si l'équipe, finalement, fait les séries, puis toi, tu es une grosse partie de ça, on va en parler d'un nouveau contrat. Donc, c'est intéressant, c'est un peu différent. Nick Schmaltz aussi, je l'ai croisé ici à Toronto, il a dit, écoute, je ne sais pas trop penser à ça. C'est une chose que je peux contrôler, c'est la façon que je joue. Puis d'ailleurs, c'est une explosion offensive de Nick Schmaltz pour commencer la saison. Puis écoute, c'est pas par hasard, Nick Schmaltz, qui m'a dit qu'il a travaillé très fort cet été. Il a changé son genre d'entraînement. Il a embauché un entraîneur de skills, Jonathan Sigalet, pour travailler sur des situations très précises, là, pour compter plus de buts, etc., pour créer plus d'offensives. Alors, c'est intéressant. Puis écoute, jusqu'à temps, ça paye, parce que Nick Schmaltz, qui est le meilleur pointeur de Utah, et puis il joue très bien. Plus ça va, j'ai l'impression, plus ça risque de coûter cher. Par exemple, au Mammouth, j'ai hâte de voir le prochain contrat de Nick Schmaltz. J'ai lu ton texte dans des Athletic. Tu as eu la chance de parler avec Carl Dubas de deux choses, évidemment. En fait, de plusieurs choses, mais notamment du bon début de saison du côté des Penguins de Pittsburgh. Je pense qu'avant le début de l'année, il n'y a pas grand gens qui donnaient une chance aux Penguins de Pittsburgh d'atteindre les séries éliminatoires et de connaître un début de saison du genre. Mais il est revenu aussi sur son départ des Maple Leafs de Toronto. Et ça, je me souviens, à l'époque, il ne voulait pas en parler trop. Non, en fait, Carl Dubas, parce que je suis parmi les plusieurs journalistes à Toronto qui se sont essayés avec lui en 2023, en 2024, après qu'il s'est fait congédier en mai 2023. Puis il n'a jamais vraiment voulu faire d'entrevue. Finalement, on a parlé cette semaine. Puis je donne crédit à Carl Dubas pour être confortable de partager certains commentaires. Puis qu'est-ce qu'il y avait eu? La controverse dans le temps, Alex, c'est que Carl Dubas avait eu une conférence de presse très émotionnelle quelques jours après que les Leafs ont encore une fois perdu en série. Puis Brendan Shanahan, qui était le président dans le temps, n'a pas voulu que Dubas fasse cette conférence de presse parce que Dubas, son contrat se terminait, puis sa situation n'a pas encore décidé. Mais Carl Dubas a décidé de le faire quand même. Puis ça a causé un peu de friction entre lui et Shanahan. Puis évidemment, 4 jours plus tard, Shanahan a congédié Carl Dubas. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit, Carl Dubas, c'est que les joueurs de Maple Leafs et l'entraîneur-chef dans le temps, Sheldon Keefe, prenaient tellement
des critiques sur Le ce qui blâme, s'est ouais, passé prenez le encore blâme, dans ouais. les séries. Ouais, de blâme, qui ne pouvaient pas aller voir les journalistes ce jour-là pour essayer d'en prendre lui aussi le blâme. Et puis en fait, la situation que j'aime, la citation que j'aime le plus dans mon entrevue de Carl Dubas cette semaine, c'est ma faute qu'on n'a jamais gagné Ah ouais, hein? à Toronto. C'est ma faute qu'on ne s'est pas rendu loin dans les séries. C'est seulement sa faute selon lui. Alors c'est intéressant comme commentaire. C'est sa faute parce qu'il n'a pas donné à ses entraîneurs la meilleure équipe possible, essentiellement. Je pense que ça résume bien ce que Dubas a dit. Exactement. C'est ça que... Écoute, je pense qu'il veut faire sûr que les gens comprennent là, que il n'y a rien de négatif contre les Leafs. Son séjour à Toronto, il tourne la page, il est en charge des Pingouins. Il fait du très bon travail avec les Penguins de Pittsburgh qui connaissent un bon début de saison. Pierre Lebrun, toujours très intéressant. Et comme toujours, on invite les gens à aller sur la chaîne YouTube de RDS pour écouter la totalité de notre discussion.